Bismillahirrahmanirrahim. On commence par définir les angles géométriques et mécaniques qu'on manipule dans les problèmes de murs de soutènement. Donc on définit l'angle lambda qui représente l'inclinaison de l'écran par rapport à la verticale, l'angle bêta qui représente l'inclinaison de la surface du sol par rapport à l'horizontale, l'angle alpha 0 qui représente l'inclinaison de la surcharge par rapport à la normale à la surface du sol, et l'angle delta qui représente l'inclinaison de la contrainte de poussée par rapport à la normale à l'écran. L'angle phi', bien sûr, représente l'angle de frottement interne du sol. On commence par présenter un cas particulier de mur de soutènement qu'on va appeler tout au long de cette capsule le cas le plus simple. Il s'agit d'un écran vertical parfaitement lisse, une surface du sol horizontale non surchargée et un sol homogène et pulvérulent. Dans ce cas, le coefficient de poussée va s'écrire tangente carrée pi sur 4 moins phi sur 2 et le coefficient de butée tangente carrée pi sur 4 plus phi sur 2. En pratique, l'ingénieur fait souvent face à des situations où l'une ou plusieurs de ces hypothèses ne sont pas vérifiées. L'objectif de cette capsule est de montrer comment on peut mener le calcul des coefficients de poussée et des actions sur les murs de soutènement dans ces cas pratiques. Pour cela, on suivra l'ordre chronologique. On commencera par la méthode du coin de Coulomb, qui est la plus ancienne, ensuite l'équilibre de Rankine, et enfin, on présentera l'équilibre plus général de Boussinesq. On commence par présenter la méthode du coin de Coulomb, encore utilisée à ce jour. On considère donc un écran ayant un parement intérieur rectiligne qui supporte un massif de sol ayant une surface aussi rectiligne inclinée d'un angle bêta par rapport à l'horizontale. Le sol est supposé homogène et pulvérulent. À la rupture, Coulomb suppose qu'il va se former dans le massif une ligne de glissement droite BC inclinée d'un angle θ par rapport à l'horizontale. Il va ainsi se former un coin de sol triangulaire ABC qu'on appelle le coin de Coulomb. La méthode de Coulomb repose sur l'étude de l'équilibre mécanique de ce coin. Donc ce coin de sol sera soumis à 3 forces, son poids propre W, la résultante des forces de frottement le long de la ligne de glissement BC et une force P étoile qui représente la réaction de l'écran sur le massif. Cette force P étoile varie en fonction de θ et la force de poussée qu'on va considérer correspond au maximum de P étoile quand θ varie. La force de poussée P sera inclinée d'un angle delta par rapport à la normale à l'écran et c'est cet angle delta qui va caractériser le frottement sol-écran. La méthode de Coulomb montre que cette force P va s'écrire sous la forme Ka fois gamma fois L au carré sur 2, L étant la longueur de l'écran, AB. Ce coefficient Ka, qui est le coefficient de poussée, sera en fonction des angles lambda, bêta, phi et delta. La méthode de Coulomb donne une solution explicite et le coefficient Ka est donné par la formule suivante. Dans le cas particulier d'un écran vertical d'une surface du sol horizontale et d'un écran parfaitement lisse, cette expression va prendre la forme très simple tangente carrée pi sur 4 moins phi sur 2. Et là, la méthode de Coulomb va rejoindre ce qu'on avait appelé tout à l'heure le cas le plus simple. Passons maintenant à l'équilibre de Rankine. On considère un massif indéfini limité par un plan incliné de bêta par rapport à l'horizontale. Le sol est supposé pulvérulent. Le massif est en équilibre plastique. L'état d'équilibre est considéré identique à la même profondeur. Conséquence, les lignes de glissement seront droites. La contrainte de poussée sera proportionnelle à la profondeur. Ainsi, on pourra écrire que sigma
est égal à un coefficient Ka fois gamma fois R, avec ce coefficient Ka qui dépend des angles lambda, bêta et phi. Cette contrainte de poussée sera inclinée d'un angle alpha par rapport à la normale à l'écran, et cet angle alpha va dépendre de ces mêmes angles, donc lambda, bêta et phi. La présence d'un écran de soutènement au niveau de OM ne va pas modifier la distribution des contraintes, et ce, quelle que soit la rugosité de l'écran. Et donc, cet angle alpha sera le même, quelle que soit la nature de l'écran. Par conséquent, cet angle alpha ne prend pas en compte correctement le frottement sol-écran. Dans le cas particulier d'un écran vertical, d'une surface du sol horizontale et d'un écran parfaitement lisse, on aura un angle alpha égal 0. Dans ce cas, l'équilibre de Rankine est satisfaisant parce que la valeur alpha égale 0 correspond bien à un écran parfaitement lisse. Dans ce cas, le coefficient de poussée donné par l'équilibre de Rankine rejoint celui du cas le plus simple, à savoir tangente carrée pi sur 4 moins phi sur 2. Pour bien tenir compte du frottement sol-écran, on a besoin d'un équilibre plus général, et ainsi on va passer à la présentation de l'équilibre de Boussinesq. On considère donc un écran avec un parement intérieur rectiligne soutenant un massif de sol avec une surface aussi rectiligne et non surchargée. Le sol est supposé homogène et pulvérulent. Le sol est considéré en équilibre plastique. La contrainte de poussée sigma est inclinée d'un angle delta qui caractérise le frottement sol-écran. L'équilibre de Boussinesq considère que delta est une donnée du problème, contrairement à l'équilibre de Rankine. Conséquence, les lignes de glissement seront incurvées au voisinage de l'écran. Par analogie à l'équilibre de Rankine, la distribution des contraintes est considérée triangulaire, c'est-à-dire qu'on peut écrire la contrainte sigma comme Ka fois gamma fois R, avec un coefficient Ka de poussée qui est en fonction des angles lambda, bêta, phi et delta. Il n'y a pas de solution analytique pour Ka, mais des solutions numériques. Donc les coefficients de poussée sont donnés sous forme de tables, les tables de Kaku et Kerizel, ou encore plus récemment, les tables de Kerizel et Absi. Dans le cas particulier d'un écran vertical, d'une surface du sol horizontale et d'un écran lisse, on tombera, cette fois-ci encore, dans la relation qui correspond au cas le plus simple, à savoir tangente carrée pi sur 4 moins phi sur 2. Les coefficients de butée sont donnés dans les mêmes tables, mais là j'attire l'attention que les ingénieurs se méfient souvent de la butée. Parfois ils la divisent par 2 et parfois ils la négligent complètement parce qu'ils ont des doutes sur la pérennité de cette butée, mais aussi parce que le déplacement de l'écran nécessaire pour mobiliser la butée est en général 10 fois plus que le déplacement nécessaire pour mobiliser la poussée. On remarque que l'équilibre de Boussinesq est basé sur un certain nombre d'hypothèses restrictives. Dans la pratique, ces hypothèses ne sont pas toujours respectées et on va présenter dans la suite les méthodes de calcul quand l'une de ces hypothèses n'est pas vérifiée. On commence par examiner le cas d'un massif pulvérulent surchargé. La méthode de Coulomb permet de résoudre le problème dans le cas d'une surcharge verticale. La solution consiste à remplacer le coin de sol qui est soumis à son poids propre W et à une surcharge en surface par un coin de sol non surchargé soumis à son poids propre W augmenté de l'effet de la surcharge qui est Q fois AC. Donc la méthode de Coulomb montre
que la force de poussée va s'écrire sous la forme Ka gamma fois gamma 1 L carré sur 2, avec gamma 1 un poids volumique supérieur à gamma, car il doit tenir compte de l'effet de la surcharge. Un calcul simple montre que cette expression peut s'écrire sous la forme Ka gamma gamma L carré sur 2 plus un autre coefficient KAQ fois Q fois L. Ce coefficient KAQ est égal Ka gamma divisé par cosinus bêta moins lambda. Ainsi, on voit que dans l'expression de la force de poussée, la méthode de Coulomb a permis de séparer l'effet du poids de l'effet de la surcharge. Ce résultat peut être généralisé quelle que soit l'obliquité de la surcharge en admettant le principe de superposition des états d'équilibre limite. Ainsi, on considère que l'état d'équilibre limite d'un massif pesant surchargé est équivalent à la superposition de l'état d'équilibre limite d'un massif pesant non surchargé et de l'état d'équilibre d'un massif non pesant surchargé. Les coefficients de poussée dus aux surcharges ainsi déterminés correspondent à l'équilibre de Prandtl. Ils sont donnés dans les tables de L'Herminier et Abssi, ou encore plus récemment dans les tables de Kerizel et Abssi. Dans le cas d'un massif stratifié, si je veux calculer par exemple la contrainte de poussée au point M dans la deuxième couche, je fais comme si cette couche agissait seule et que toutes les couches supérieures agissent comme des surcharges. On regarde maintenant l'influence de la cohésion. Dans le plan de Moore, le cercle rouge correspond à un sol ayant un angle de frottement phi et une cohésion C. Le cercle bleu correspond à un sol ayant le même angle de frottement et qui est sans cohésion. Les deux cercles représentent le même état vis-à-vis de la rupture du sol. Et le cercle bleu se déduit du cercle rouge par une translation d'une quantité H égale à C sur tangente phi. Conséquence, on peut remplacer un sol ayant une cohésion par un sol purement pulvérulent ayant le même angle de frottement, mais en lui appliquant une contrainte isotrope égale à C sur tangente phi. C'est le principe du théorème des états correspondants. Le massif de sol ayant un angle de frottement phi et une cohésion C pourra donc être remplacé par un massif de sol ayant le même angle de frottement phi et une cohésion nulle. L'effet de la cohésion sera donc remplacé par une surcharge uniforme appliquée sur la périphérie du massif et qui est égale à C sur tangente phi. La contrainte due à la cohésion sera donc calculée comme la résultante géométrique des contraintes sigma 1 et sigma 2. Si je me réfère donc à l'axe incliné de delta par rapport à la normale à l'écran, j'écrirai sigma égale KQ C sur tangente phi moins C sur tangente phi 1 sur cosinus delta. Donc KQ, c'est le coefficient de poussée de surcharge issu de l'équilibre de Prandtl, donc que je prendrai dans les tables de Kerizel et Abssi, pour les angles bêta moins lambda, phi, delta et alpha 0, qui est l'inclinaison de la surcharge, égale à 0. Donc la contrainte va s'écrire sous cette forme. Donc le coefficient de poussée dû à la cohésion sera égal à 1 sur cosinus delta moins KQ sur tangente phi. Et on voit que la cohésion intervient avec un terme soustractif dans la contrainte de poussée. On considère maintenant le cas général d'un massif pesant, pulvérulent, doué de cohésion et supportant en surface une surcharge Q
incliné d'un angle alpha 0 par rapport à la normale à la surface du sol. En admettant le principe de superposition des états d'équilibre limite, la contrainte au point M va s'écrire le coefficient KAQ va correspondre aux angles bêta moins lambda, phi, delta et alpha 0. Le coefficient KAC est donné par l'expression. Le coefficient KAQ correspond aux mêmes angles bêta moins lambda, phi, delta, mais pour un angle alpha 0 égal à 0. Et à ce moment-là, ce KAQ, je vais le distinguer de l'autre KAQ qui correspond à la surcharge inclinée. Je vais le noter KA0. La capsule se termine par un exercice d'application. Je vous remercie de votre attention.